concerne tous. Alors, c'est le fun de voir encore une fois le Saint-Plein. Ce soir, ça va être la présentation du projet de développement Thibault Sud, qui va se faire par... c'est un projet qui est piloté par M. Rémillard, Jacques Rémillard. Il y a Benjamin Gauthier, qui est urbaniste, la firme Duveau, qui a préparé les dossiers. Mais on a une belle surprise avec Anne-Pierre Goreux, qui est cofondatrice du Territoire solidaire. J'ai hâte de vous faire entendre de ce qu'elle représente, parce que c'est dans un domaine où moi, comme architecte, j'ai œuvré pendant presque 40 ans dans ce domaine-là. Alors, je suis vraiment content de voir l'évolution et la sophistication que ces groupes-là ont réussi à atteindre aujourd'hui. Pour en faire, je vous dis, là, pour en faire, là, on est remarqué à l'international. C'est notre démarche de l'économie sociale, c'est responsable, c'est savant et c'est très fin. Les Européens sont impressionnés par ce qu'on fait. Et c'est à cause de gens comme ça. Voilà. Alors, je vais juste, dans la présentation, juste établir quelques règles là, pour au moins que ça se passe de façon la plus saine et la plus informative possible. Ces présentations-là vont être faites par le groupe qui présente leur projet, en fait. Je vais vous demander d'orienter vos questions vers le groupe pour comprendre d'abord et avant tout ce qu'ils font, comment ils le font, et qu'on puisse retenir, dans la mesure du possible, les discussions. Puis avec Jean-François, on est tout à fait d'accord à vous recevoir à des sessions qui sont probablement, certainement, plus petits groupes, plus des ateliers d'information ou d'échange, pour aller dans plus de détails suivant la thématique ou les questions que vous aurez posées. Alors, posez-les des questions qui sont d'ordre plus politique ou plus vision générale du développement de la ville, du village, du cœur villageois, tout ça. Qu'on puisse avoir une discussion moins formelle et plus informelle, mais certainement plus informative à travers des sessions, des ateliers de travail qu'on pourra établir au besoin. Ceci dit, les informations sont sur le site de la ville, comme on a fait pour la dernière présentation. Il y a beaucoup d'informations, il y a de l'information technique là-dedans qui a besoin souvent d'être géré. Et c'est dans ce sens-là où ces ateliers-là pourraient servir aussi à faire cette synthèse-là. Je vais vous demander, quand on va regarder le projet, de porter attention sur les 4 points suivants, ou les 3 principaux points suivants. Quand on parle de vitalité, de stimuler l'économie locale, puis d'assurer un redéveloppement ou une revalorisation, donc notamment dans les services de proximité, que ce soit dans les commerces ou dans les entreprises, je pense qu'on a du chemin à faire. On comprend qu'on a beaucoup perdu de cette vitalité-là dans les 20 dernières années. Je pense qu'on a une opportunité à travers ces projets-là pour repenser, à reconstruire cette vitalité-là, à reconstruire l'économie, le fondement économique de notre village, et d'arrêter cette perte morceau par morceau. On perd un morceau, on perd notre épicerie, notre commerce, transformation du bois, etc. Alors, je pense que c'est le temps de travailler à faire un virage, à changer cette tendance-là. On peut le faire, mais ça va prendre du courage, puis ça va prendre du travail. Alors, je vous invite là, à participer, à amener vos idées, puis à encourager cette démarche-là, la revitalisation de notre village, la revitalisation économique locale, l'encouragement et la stimulation de stimuler nos entrepreneurs qu'on est ici, là, à la fois l'entrepreneur social, dans le service ou dans la construction. Il faut les aider. Ce sont eux, plus qu'on pense, qui construisent nos villages, nos villes, notre économie.
Ça ne veut pas dire qu'on doit tout donner, non, au contraire, mais il faut travailler avec eux. La valorisation foncière, il y a une question d'accessibilité, d'offrir du logement pour une panoplie, une diversité des personnes, la famille, les personnes seules, les jeunes couples et les personnes en perte d'autonomie. On aimerait voir de maintenir sur place de naissance à fin de vie notre population. Il y a une mémoire, elle est fabuleuse cette mémoire-là, pas juste pour avoir discuté avec plusieurs d'entre vous, là, il y a une belle culture locale et je pense que c'est important qu'on la préserve et qu'on ne la dissocie pas, qu'on n'oublie pas. La question de l'accessibilité, c'est un gros problème, l'accessibilité au logement. Je suis content de voir qu'il y a une intervention très concrète à cet égard-là. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, avec les tendances et les intentions à la fois fédérales qu'on a entendues dans les dernières élections, il y a vraiment une volonté d'assister les municipalités dans cette démarche-là. Alors, plus on est prêt, plus on est vite, plus on est structuré et organisé, mieux on est placé pour aller chercher, pour revendiquer notre quote-part de ces subventions, de ces investissements publics. Je pense que c'est important, ça. Et finalement, toute la question de la fiscalité municipale, on a un problème. Je l'ai dit la dernière fois, il ne change pas. On a un budget annuel cette année de 1,3 million avec un revenu de taxation de 700 000. On ne ressemble pas aux autres villages où on n'a pas la diversité des revenus qu'on peut retrouver à Mansionville avec Alced, à Sutton avec sa montagne et son commerce. Bromont, c'est incroyable la quantité de taxation qu'ils vont chercher à travers leurs infrastructures industrielles et commerciales. Nous, ça repose principalement sur nos résidences. Et ça, c'est un danger. C'est un danger important. Ça doit tout reposer sur la taxation qu'on soutire de vos résidences. Ça n'aide pas l'accessibilité, ça. Alors, dans ce sens-là, je pense qu'il faut qu'on pense à une stratégie de développement qui va assurer que nos infrastructures, ce qui rentre dans le fameux 1,3 million, c'est le maintien des infrastructures, que ces infrastructures-là soient maintenues, soient renouvelées. On a pour plusieurs millions à devoir réinvestir là-dedans. Puis franchement, on n'a pas les moyens de le faire. On peut étaler ça sur 20 ans si on veut, on n'y arrivera pas dans les conditions actuelles. Alors pour moi, je vois un cul-de-sac, 1,3 million de budget, 700 000 de revenus, le budget augmente de 10 ça fait que la taxation, c'est plus 10 là, il faut combler ce 130 000 $-là de plus là, sur le 700 000. Faites votre calcul, là, on s'en va très rapidement vers des augmentations de 10 à 20 de vos comptes de taxes, si on fait rien. Puis on ne peut pas rien faire, il y a des infrastructures qui sont vieillissantes, besoin d'être faites. Alors dans ce sens-là, pour moi, l'heure est assez, je ne dirais pas qu'elle est grave, mais elle est préoccupante. Alors, c'est la principale préoccupation qui devrait animer la gestion municipale en termes d'orientation. Ce n'est pas ma principale occupation en termes d'orientation, vision du village. Je pense qu'il y a toute une autre série de valeurs à mettre sur table. L'accessibilité, la culture locale, le bien-être, essentiellement le bien-être, le maintien, surtout le maintien de nos acquis, la nature, la qualité architecturale de notre village, etc. Il faut maintenir ça. C'est notre atout, c'est nos seuls atouts. Il faut bâtir là-dessus. Alors, je laisse la parole à l'équipe et alors, encore une fois, les questions de compréhension. Si vous avez des questions sur les orientations générales, on va les prendre. Et on fera, si vous êtes d'accord, des sessions distinctes, même en plus petits groupes ou par thème, si on veut. On verra. Alors voilà, bonne soirée, merci. Merci, M. le maire. Donc, bienvenue tout le monde. On est très heureux de vous voir. Ça amène quand même la vie au village.
on a un but, on avait un but, c'était de nettoyer un terrain, de revitaliser un terrain. Là où est-ce qu'on est rendu, excusez, je vais regarder mes notes également. Puis, vous voyez, on est rendu à l'étape maintenant que le terrain il est prêt à faire de quoi. On a travaillé avec le conseil de ville, lesquels je remercie beaucoup parce qu'on a pris beaucoup de temps, ainsi que M. le maire. Alors, on va être en mesure de vous présenter de quoi qui n'est peut-être pas concret à 100%, mais c'est vers ça qu'on veut enligner. Benjamin va vous faire la présentation. Dans 3 ans, ça va être le 100e anniversaire du village. Moi, je suis résident ici depuis 20 ans. Et comme M. le maire a dit, si on veut garder notre village, je pense que ça prend des nouvelles entrées de fonds, puis qu'on n'a pas d'attrait, comme qu'il disait, comme Sutton, Beaumont. Donc, ça vient tout le temps du parc immobilier. Je suis convaincu qu'il faut augmenter un petit peu nos revenus, ou sinon, d'ici 10 ans, le village va appartenir à des gens qui vont avoir les moyens de payer des taxes très élevées. Et que ce n'est pas le but, et ce n'est pas notre but. Donc, sur ça, je vais présenter Benjamin de Duhaut. Tu vas faire notre présentation. C'est le monsieur avec lequel je jeune homme, avec lequel on a travaillé énormément. Bonjour. Bonjour. Merci d'être venu dans ce grand nombre, dans cette charmante église. Il fait un peu froid, fait que bien du monde qui sont rassemblés ensemble, ça va réchauffer un peu l'église, c'est bien. Donc, M. Rignard et M. Allary nous ont mandaté, notre firme, Duhaut, donc pour conceptualiser la vision d'aménagement et de développement de ce site-là, qui est assez névralgique, là, le site de l'ancienne scierie, donc du secteur Thibault-Sud. Donc, en fait, on a conceptualisé, on a élaboré une vision d'aménagement et de développement. Puis, aujourd'hui, en fait, ce qui est le plus important, c'est de prendre le pouls de la population, c'est de répondre à vos questions. Bien entendu, c'est de présenter de manière la plus détaillée possible le projet qui n'est pas encore final. Justement, on ne veut pas le finaliser parce qu'on veut avoir vos commentaires en premier lieu. Une fois qu'on aura vos commentaires, on pourra finaliser ou ajuster le projet en conséquence, puis s'adapter. Mais aujourd'hui, l'idée, c'est de vous entendre, de répondre à vos questionnements et vos interrogations dans la meilleure de nos connaissances. Ouais, on commence. Localisation du projet, je pense que vous savez mieux que moi où c'est, mais je prends quand même un petit 2 minutes pour vous dire que ce terrain-là, ce projet-là, il ne pourrait pas avoir lieu s'il n'était pas localisé de manière stratégique. Donc, Abercorn est quand même très bien situé. On est aux limites des États-Unis, mais on est aussi à 10 minutes de voiture, 30 minutes de vélo de Sutton. On est à 35 minutes d'AZ, donc de différentes montagnes. Donc, ça fait quand même une localisation qui est assez stratégique tout de même. Donc, ça fait un lieu de prédilection pour venir créer plus de logements, plus d'habitations pour les personnes, pour les gens, les citoyens. Je me lance tout de suite dans le plan d'aménagement préliminaire. On voit bien. En fait, le projet s'agglomère autour d'une nouvelle rue qu'on vient créer dans le projet, qui est la rue finalement qui est ici, qui vient vraiment traverser le projet d'est en ouest. Donc, en fait, elle vient se connecter à Thibault-Sud, puis elle vient sortir à la route 139. La route 139, c'est une route qui appartient, c'est une route provinciale, ça appartient au MTMD, qui est le ministère des Transports et de la Mobilité durable. Donc, éventuellement, cette nouvelle entrée-là va devoir être acceptée par le MTMD, donc la ville va devoir éventuellement faire des démarches si jamais le projet va de l'avant pour avoir un accès sur la route 139, mais on pense que c'est vraiment pertinent de créer un lien qui vient traverser finalement d'est-ouest le projet. Dans la mesure où la route 139, on ne peut pas faire d'accès, il y a d'autres moyens d'arriver à nos fins tout de même. Mais en fait, le projet vient se structurer autour de cette nouvelle rue publique-là qui va être cédée à la ville. C'est une emprise publique. Puis par la suite, il y a plusieurs petits projets qui viennent se greffer finalement à cette rue-là.
des projets de typologie d'habitation différentes. Donc, on essaie de diversifier le type de logement à Abercorn. En ce moment, vous avez un type de logement qui est assez, disons, assez similaire. Là. Vous avez de la maison unifamiliale isolée qu'on appelle, donc vraiment une maison sur un terrain. Si je ne me trompe pas, vous êtes à 100%, c'est vraiment 100% de vos bâtiments qui sont comme ça. Donc, l'idée, en fait, avec ce projet-là, c'est de venir diversifier ces types de logements-là que vous avez. Donc, M. le maire le disait bien, l'idée, c'est est-ce que c'est possible à Abercorn de naître et de grandir, s'épanouir, vieillir et rester à Abercorn? Ben, en ce moment, je dirais que ça va être difficile pour les personnes vieillissantes d'entretenir une grande propriété, une grande maison. Donc, ce type de logement-là qu'on propose ici pourrait satisfaire les besoins éventuellement de personnes vieillissantes, de personnes qui sont pas prêtes à payer des logements qui sont assez dispendieux pour une maison de famille isolée. On s'entend que c'est assez dispendieux de nos jours. Donc, il y a des différents logements qui pourraient s'adapter à tout type de population. Et à ce moment-là, ben, une personne d'Abercorn pourrait rester à Abercorn, entre autres. Donc, de là un peu la diversification des typologies qu'on propose. Donc, en fait, on a plusieurs secteurs qui viennent se greffer. On a un secteur de maisons unifamiliales en rangée, donc on appelle aussi communément des maisons de ville. Donc, ce secteur ici, on va en parler un petit peu plus dans les diapos subséquents. Mais elle est, en fait, il y a des murs mitoyens. Donc, vraiment, c'est une série de maisons qui est collée. C'est moins dispendieux à construire, mais ça reste des superficies habitables qui sont intéressantes. En fait, ça c'est une première typologie, puis un premier petit développement qui est ici. Et les stationnements sont accessibles via l'artère principale, toujours. On a également un secteur de triplex contigu, qui est la même chose. Donc, c'est des 3 logements hors sol qui sont rattachés ensemble, un sur l'autre. Donc, c'est des logements locatifs essentiellement, répartis sur 3 étages. Après ça, on a des multi-logements de 2 étages qui sont sur la rue Kindelen. Donc, 2 étages, 8 logements. Donc, ils sont également là. Puis, on a une autre typologie d'habitation qui sont les multifamiliales de 3 étages, donc de 12 logements. Le terrain, les bâtiments sont assez compacts. L'idée d'avoir cette compacité-là et cette hauteur-là, c'est de libérer aussi de l'espace au sol. Si on avait mis des maisons, par exemple, une famille isolée comme vous avez, on aurait pas mal occupé tout le terrain. Là, à ce moment-là, on libère un peu de l'espace vert, on libère un parc, entre autres. Ça nous permet de libérer de l'espace construit. On construit en hauteur plutôt que de construire en largeur. Donc, ça, c'est un peu la stratégie qu'on a quand on a pensé un petit peu le projet. C'est un projet de 110 logements. 35 logements à l'hectare, ça c'est la densité, là, c'est un peu technique, mais ça vous donne une idée un peu de la densité du projet. Donc voilà, au fur et à mesure, je vais vous parler un petit peu plus de chacune des typologies. Donc là, je parlais des maisons familiales isolées qui sont ici. On parle, les stations sont accessibles via, comme je disais, la route principale. Chaque logement a 2 cases de stationnement par logement. C'est des bâtiments de 23 pieds de large par 39 pieds. Encore une fois, ça c'est ce qu'on propose, bien entendu, mais on s'entend que les plans finaux de construction, on n'est pas là encore. L'idée, c'est on veut avoir une idée de est-ce que le concept d'aménagement est satisfaisant selon vous. Donc, on n'est pas rentré dans le détail de l'architecture, de la couleur de la brique. On n'est pas là aujourd'hui, on est vraiment plus dans l'acceptation globale du projet. Puis après ça, est-ce qu'on va de l'avant? On va détailler un petit peu plus ça. Mais le modèle qu'on a utilisé pour vous présenter ce soir, c'est un modèle de 23 pieds par 39 pieds, d'une superficie de plancher de 2260 pieds carrés. Donc, en fait, amplement suffisant pour accueillir une famille, on pourrait dire. Donc, on présume également que ces logements-là vont être satisfaisants pour accueillir une famille, comme je disais. Donc, on va aller chercher des jeunes familles qui ne veulent pas nécessairement débourser qui veulent avoir du neuf, mais pas nécessairement débourser pour une maison familiale isolée neuve qui va coûter beaucoup plus cher qu'une maison de ville qui est plus abordable. On sauve notamment au niveau des fenêtres, les murs mitoyens. C'est moins cher à construire ce type d'habitation-là. Donc, première typologie, on attire les familles. Voilà.
On a également des cases pour visiteurs, parce qu'on a 2 cases par logement. On présume que les gens vont avoir 2 voitures dans la famille minimum. Il y a aussi des cases pour visiteurs qui sont en parallèle, là, qui sont sur la rue Procheté. Au niveau des triplex contigus, on parle encore une fois, comme je disais, de bâtiments de 3 étages. C'est 1120 pieds carrés au sol, donc on parle ici de logements de bonne superficie tout de même. On pense à des 5,5, des petits 6,5 peut-être. On a 42 logements qui sont répartis en 14 bâtiments. Les stationnements sont dissimulés au centre du projet, en fait. Donc, on va le voir un peu plus. J'ai fait des modélisations. On a fait des modélisations 3D là, pour vraiment voir c'est quoi l'impact des gabarits, des volumes des bâtiments dans le cadre bâti. Vous allez plus saisir un peu comment sont disposés. Mais l'idée, c'était d'intégrer, de cacher en tant que tel les stationnements des véhicules de l'emprise publique, du parc, pour essayer de libérer l'espace des voitures, pour la redonner plutôt aux piétons, aux cyclistes, peu importe comment les gens vont déambuler dans le secteur ici. Donc, l'idée, c'est de les cacher, de les dissimuler. On les a mis au centre. Donc, on a 2 accès véhiculaires tout de même qui mènent à des stationnements arrière sous un gros balcon qui est caché des véhicules. Puis, on a des cours avant, finalement, qui n'ont pas de véhicule en avant. Donc, tu regardes dans ta fenêtre, tu ne vois pas de véhicule, tu vois la rue, tout simplement. Donc, on a également des cases visiteurs également qui sont prévues. Là, on le voit mal, là, mais il y a des petits V là, ici. Là, sûrement dans la version PDF, si vous la téléchargez, vous allez avoir une idée plus claire de où ils sont. Mais il y a des cases visiteurs aussi. Si les personnes vont recevoir des visiteurs, ils vont avoir des cases à louer pour eux. Puis on présume que ces triplex-là vont attirer aussi des jeunes, des personnes seules aussi, qui ont des besoins de réduire un peu leur superficie habitable, qui sont tannés de faire l'entretien, tout ça. Donc on peut aller attirer ce genre de personnes-là. Sinon, on en discutait aussi avant de venir ici, toutes les personnes qui s'occupent des petits commerces et tout, qui n'ont pas des gros emplois, mais qui veulent se loger dans la région, qui veulent rester dans la région. Ça, c'est vraiment le genre de logement qui pourrait les satisfaire. Donc, des logements qui sont beaucoup plus abordables, par exemple, que la maison de ville, qui est la première typologie. Donc, on va venir chercher un autre type d'habitant d'Albercourt, de la région, qui pourrait être satisfait par cette typologie-là. Aussi, je ne l'ai pas dit d'entrée de jeu, mais chaque petite zone va être, en tant que telle, une genre de copropriété. Donc, en fait, chacun... Par exemple, les maisons de ville, chacun aurait sa petite maison de ville, son terrain avec sa petite courette, mais les espaces gazonnés autour, les espaces de stationnement, ce seraient des espaces communs que la copropriété partage, disons. Donc, de là aussi la réduction d'entretien. La même chose s'appliquerait au triplex, probablement. Donc, il y aurait une copropriété pour les triplex, copropriété. En tout cas, c'est un peu technique, mais je voulais quand même vous le mentionner. Donc voilà, ça c'est pour le secteur des triplex. Ici, on a également les multilogements de 8 logements, donc de 2 étages. Ici, vous allez voir que comment le projet est orienté. On a essayé de mettre les hauteurs les plus faibles, le plus près possible des habitations de 2 étages existantes. Et on densifie, on augmente les hauteurs, plus on se rapproche de 139. Donc, on appelle ça en jargon un peu la gradation des hauteurs. Donc, pour ne pas mettre un bâtiment très élevé à côté d'un bâtiment qui n'est pas très élevé. Donc, vraiment pour que ça soit plus harmonieux. Puis, bon, je pense qu'on peut se le permettre d'avoir plus de hauteur, plus on se rapproche de 139. C'est quand même une bonne distance entre là et Thibault Sud. Là. Donc, voilà. Un autre type de... Donc, troisième typologie, les 8 logements, avec stationnement extérieur. On a mis les stations extérieures. Vous allez voir qu'il y a un bâtiment qui a des stations intérieures, souterrains, mais les stations extérieures permettent aussi d'avoir des logements qui sont plus abordables. Les stations souterrains, c'est très, très cher. Dans un contexte aussi rural dans lequel vous êtes, c'est moins commun. Donc, en fait, l'idée est toujours de créer des logements les plus abordables possibles. Puis là, on va le voir avec Anne-Pierre, des stratégies peut-être pour réduire encore, créer plus d'abordabilité.
Mais l'idée, c'est on ne veut pas mettre des logements qui vont être excessivement chers ou que les gens de la région ne pourront pas se payer. L'idée, c'est de baisser les loyers au maximum, dans la mesure du possible, bien entendu. Alors, en mettant des stations extérieures, de cette façon-là, c'est moins dispendieux à la porte, disons. On a 24 cases de stationnement extérieures pour ces deux bâtiments-là, ce qui donne un ratio d'une case et demie par logement. Donc, on peut penser qu'il y a des gens qui vont être seuls avec une voiture, des gens qui vont être une petite famille avec 2 voitures. Donc, en général, une case et demie par logement, c'est pas mal la norme, je dirais, dans ce type d'habitation-là. On a également 4 cases de stationnement pour ces deux bâtiments-là qui sont réservés aux visiteurs compagnie. Dimension des bâtiments, on parle d'un bâtiment de 48 pieds de large par 116 pieds de profondeur qui totalise au sol 4000, plus ou moins 5000 pieds carrés. Donc la superficie moyenne de logement, c'est 1135 pieds carrés. Ça peut ressembler un peu à une superficie des triplex. Encore une fois, ça c'est une moyenne. Il pourrait à l'intérieur du multilogement avoir des studios, 2 chambres, une chambre. On n'est encore une fois pas dans ce détail-là. On n'a pas d'études de marché encore de fait, tout ça. On a un peu l'idée de qu'est-ce qui pourrait s'intégrer sur ce terrain-là, mais encore une fois, on n'est pas dans le détail. En fait, les bâtiments, quelle clientèle ça va aller chercher? Indéniablement, je crois que ça va aller chercher une clientèle plus âgée qui veut aussi réduire sa superficie habitable également en quête de moins d'entretien. Les logements vont être munis aussi de genre de petits ascenseurs monte-charge. Sur les plans actuels, en tout cas, l'implantation qu'on a faite est basée sur un plan réel qui existe. Puis, il y a un genre de petit monte-charge également là, qui est un petit ascenseur. Donc, pour les gens qui sont à mobilité réduite, ça pourrait les accommoder entre autres. Donc, voilà, ça c'est pour la 3e typologie. On a une autre typologie d'habitation qui sont des multilogements, 3 étages. Donc, on les a agglomérés autour de l'espace vert. Puis, au bout du terrain également, loin en fait de Thibault Sud, le plus proche possible de la 139. Encore une fois, on met les hauteurs le plus près possible de la 139 et le plus loin possible de Thibault. Donc, c'est la même implantation de sol que les 2 étages. C'est le même bâtiment, si on rajoute un étage. Ces 2 bâtiments-ci, les stations sont extérieures, donc on va avoir des logements un petit peu plus abordables. Puis on a mis un multi-logement avec stationnement souterrain au sud du terrain, avec 8 cases de stationnement. Donc, il y a des gens qui aiment avoir des stationnements intérieurs, ça peut subvenir à leurs besoins. Voilà, puis dans ces bâtiments-là, chose importante, on parlait de commerce, redynamiser un peu le village. Le projet tel quel offre un nombre de logements qui est pertinent pour peut-être qu'un commerçant vienne s'intégrer à ce projet-là. Donc, il y a comme une masse critique de gens qui pourraient permettre un commerce. Donc, les propriétaires du terrain ne sont pas fermés à l'optique où un commerce de rez-de-chaussée pourrait prendre place dans un de ces bâtiments-là, que ce soit celui-là sur la 139 ou je pense plus à celui sur le bord de Thibault ou de la 139. Là. Lui, un petit peu moins adéquat pour mettre un commerce. Mais on pourrait avoir un commerce de proximité. Là. On parle de dépanneur, un café, un bureau, quelque chose comme ça. Donc, on n'est vraiment pas fermé à mixer des usages, là, puis à recréer un peu l'usage commercial que vous avez perdu. Là, il y a une opportunité de le faire parce qu'on a 110 logements qui viennent s'intégrer dans ce secteur-là, ce qui est quand même significatif pour Everperm, si on est très conscient. Mais ce genre de projet-là pourrait générer un engouement pour qu'un commerce vienne s'installer. Donc voilà. Le parc. Le parc, 3200 mètres carrés, ça représente 10,3% de la superficie du projet. Au centre, on voit un étang. Là. En fait, c'est pourquoi aussi il est localisé là, le parc, c'est que à la suite de consultation d'un ingénieur, tout ça, ça c'est le point bas du terrain. Donc l'eau, en fait, la rétention d'eau et l'emmagasinage de l'eau se ferait dans un bassin de rétention qui serait dans le parc, au centre du parc, dans le point bas finalement.
Puis ce bassin de rétention d'eau-là pourrait être aménagé plus dans un type de lac. Là. Maintenant, les bassins de rétention, c'est plus ce qu'on voit des fois, là, de la garnotte avec pratiquement pas d'eau au centre. Là. Il y a vraiment des moyens de faire des bassins de rétention qui sont assez intéressants. Puis on a quelques exemples, puis on va bien le voir dans les images de perspective visuelle 3D. On a fait une simulation de à quoi ça pourrait ressembler. Donc en fait, le parc a une utilisation pour gérer l'eau du projet, mais également donner un espace vert aux citoyens. Plus on réduit les espaces de logement, plus on parle plus de grandes cours et tout. Fait que les gens vont vouloir, on présume en tout cas que les gens qui vont habiter dans ce secteur-là vont avoir un besoin en espace vert, tout ça, et un espace de rencontre. Donc ce parc-là va pouvoir agir à combler en fait ce manque-là en espace vert. Et également, à la demande de la municipalité a un projet, je crois, que de faire un sentier linéaire piéton qui passe du haut à l'entrée d'Abercorn jusqu'au sud d'Abercorn. On a prévu un sentier là, qui est connecté ici dans la trajectoire de ce sentier-là. Donc, on pourrait présumer qu'à terme, quand ce projet-là va aboutir, du moins notre projet s'intègre, s'enchasse un peu dans cette vision-là, de venir libérer en quelque sorte des sentiers piétons qui pourraient venir déambuler à travers la ville. Ce qui peut être intéressant. Encore une fois, on essaye le plus possible de diversifier les modes de déplacement à l'intérieur du projet, ça c'en est une. Également, on ne le voit pas très bien, là, parce que l'écran n'est pas très clair, mais on a un hachuré orange. Là. Ça, c'est l'emplacement du talus actuel. Je sais pas, j'imagine que vous avez passé devant le terrain en question. Mais on a des matières ligneuses là, qui ont été emmagasinées là, qui font un genre de talus, là, une bosse. On l'a indiqué là tel quel, mais ce talus-là va être probablement réaménagé. Mais c'est intéressant de l'utiliser comme écran acoustique aussi pour venir diminuer le son à l'intérieur du projet. Donc on pense que ça peut être intéressant de le garder comme ça ou de le réaménager du moins. Ça peut être une butte l'hiver pour que les enfants glissent. Ça peut être un endroit où on aurait une vue panoramique parce que sur le dessus de ça, en fait, si les sentiers passent sur ce bouton-là, on a une vue assez exceptionnelle de toutes les montagnes autour. Là, on a une super belle vue, fait qu'on pourrait l'utiliser. Encore une fois, ça c'est un parc qui va être cédé à la municipalité, donc la programmation reste à déterminer par la municipalité. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on vous illustre le potentiel, à quoi ça pourrait ressembler. Comme ça, la balle est un peu dans le camp de la ville au niveau de son aménagement, tout ça, ou des ententes que la ville aura avec les promoteurs immobiliers, les ententes sur les aménagements, tout ça, ça pourrait être discuté à ce moment-là. On n'est pas là encore une fois. Mais il y a un sacré potentiel quand même de cet espace vert assez substantiel. Donc voilà. Oui, dernière chose, il y a tous les arbres autour. Il y a eu la décontamination du terrain a fait en sorte qu'il y a eu beaucoup d'arbres qui ont été abattus. Mais les arbres pourtour, surtout aux abords de la 139, tout ça, l'idée c'est de garder le plus d'arbres possible au projet. Également, le projet, on parlait aussi de comment le projet vient se greffer à l'intérieur du périmètre urbain, là, de la zone de développement. L'idée, c'est pas de se greffer à tout prix au village de Abercorn parce que le projet va quand même être différent. Si on parle de nouvelle habitation, tout ça. Donc, l'idée, en fait, c'est de faire un petit hameau de développement qui soit un peu. Qui ait sa propre identité, mais bien entendu, qui reflète l'identité aussi d'Abercorn. J'aurais dû le dire en entrée de jeu, ça, d'ailleurs, désolé. Mais, tu sais, on pense que c'est différent de ce qu'Abercorn est déjà. Ça va amener une autre dimension à Abercorn, mais de cette manière-là, il va générer un genre de hameau qui pourrait être intéressant aussi. On nous a demandé des inspirations architecturales. À prendre avec un grain de sel, ce sont des inspirations architecturales, des archétypes. Donc vraiment, on a été chercher des modèles d'habitation qui pourraient bien s'intégrer dans le projet, juste pour donner un esprit de à quoi l'architecture peut ressembler. Donc on a pris quelques exemples ici. Là, on a un exemple
Saint-François, la ferme Hendrick Farms, qui est intéressant aussi dans le projet. Bref, on est vraiment dans des inspirations architecturales, mais ça pourrait ressembler à un modèle de maison familiale contiguë. Le plan typologique, je vous ai parlé de la maison de ville. Ça pourrait s'inspirer de ça. Encore une fois, on n'est pas dans les plans détaillés, mais ça pourrait s'inspirer. Autre inspiration architecturale pour les triplex. J'aime bien Arborescence Beaumont. Ça pourrait être un petit côté moderne, mais en ayant aussi des formes plus champêtres, disons, plus champêtres, voilà. Ça pourrait être intéressant. Sinon, donc voilà, ça donne un peu une idée de à quoi ça peut ressembler. Encore une fois, les plans détaillés, on n'est pas là. Multifamilial aussi. Donc, ça, c'est un plan. En fait, c'est pratiquement le plan qu'on a utilisé pour les 8 logements de 2 étages. Essentiellement, c'est bâtiment plein de bois, toit à pignon. Donc, ça pourrait être une inspiration pour le projet. La même chose aussi pour la Côte des Prés de Urbaneco, qui fait quelques bâtiments dans la région. On s'inspirait un petit peu de leur volumétrie, tout ça. Ça pourrait être quelque chose qui pourrait être intégré au projet. Les 12 logements de 3 étages. C'est pas si massif que ça non plus. C'est clair que c'est un changement par rapport à Beaucoin. On est loin de la maison de famille isolée, mais il y a moyen, tout de même, avec les distances, les dégagements par rapport à la rue, tout ça, de faire quelque chose qui s'intègre tout de même bien dans le milieu d'insertion. Puis voici un peu le style architectural dans lequel on s'est inspiré, puis ça pourrait ressembler à ça. Inspiration pour le parc Espace Vert, encore une fois, ça va être à la ville un peu dicter quoi faire sur ce parc-là, mais il pourrait avoir des aménagements similaires à ça. On garderait quelque chose de sauvage, mais aussi avec des activités pour toute personne. Projet en chiffres, je ne vais pas m'éterniser là-dessus, mais on a toutes les statistiques pertinentes du projet qui sont ici, la répartition des espaces, donc le parc, l'emprise de rue, la stationnement, tout ça, toutes les typologies d'habitation, donc le nombre d'unités multilogements, duplex, maison de ville, le nombre d'étages, le nombre de logements, les ratios de stationnement, bref, je vous en dirai pas trop avec les statistiques, mais vous pouvez aller les consulter si vous voulez sur le site internet. Mais voilà, ils sont ici. C'est un gros projet. Le développement ne se fera pas d'un coup. Ça va se faire par phase de développement. Donc ça, c'est une suggestion de phasage, en fait, du projet. Donc on commencerait, la première totalité serait faite au niveau de Kendellen, les multi-logements de 2 étages de Kendellen. Par la suite, on irait vers les unifamiliales isolées, les maisons de ville, le multi-logement, les triplex contigus, puis après ça, la dernière phase qui est parc et le multilogement. Donc ça, c'est le phasage. Au niveau de la décontamination, je suis persuadé qu'on va avoir des questions sur la décontamination. La décontamination a été faite selon les règles de l'art. Il y a une autorisation ministérielle qui a été fournie. On a également donné l'étude environnementale a été fournie à la ville. Je ne sais pas si c'est sur le site internet, non. Mais je suis persuadé que vous pouvez faire une demande dans l'information pour l'obtenir bien facilement. Donc, n'ayez crainte, là, de toute façon, on n'a pas le droit de développer des maisons sur des sols contaminés. Là. Donc, c'est décontaminé. Voilà. Là, on se lance dans les rendus visuels. On a fait une modélisation 3D, on a fait des volumes blancs, des gabarits blancs. Comme je vous ai dit au début, l'idée, c'est pas de s'obstiner sur la couleur de la brique ou les types de matériaux. On est vraiment dans à quoi le projet va ressembler une fois construit. Et tout est à l'échelle, bien entendu. Donc, en fait, le bâtiment qui est ici, c'est vraiment le bâtiment du voisin à l'entrée Thibault-Sud. C'est vraiment le bâtiment avec sa hauteur, tout ça. Donc, on voit qu'il y a quand même un bon dégagement là, entre Thibault-Sud et les premières maisons familiales contiguës. Donc, finalement, la 139 est ici, puis on a une vue plongeante là, en axonométrie, en fait, du projet. Les triplex ici que je vous parlais, là, c'est plus simple à saisir, je pense, comme ça. On voit qu'on a des allées véhiculaires qui viennent desservir les stationnements. Les stationnements sont en descente. Il y a un garage, qui est sous une dalle où il y a une terrasse, pardon. Donc, chaque logement aurait un véhicule
dans un garage et le deuxième véhicule pourrait être à l'arrière dans l'allée en pente. Fait que chacun aurait 2 voitures possibles par logement et ils sont dissimulés sous une terrasse, donc avec un espace de vie aussi pour les gens. Parce que chaque logement, bien entendu, a un espace extérieur. Ben, l'idée, c'est de donner un espace extérieur à chaque gens. Donc, avoir un balcon sur chaque logement. Voilà, donc ça c'est la première vue. Deuxième vue du parc. Donc bon, bien entendu, lac, bassin de rétention en plein centre. Donc espace de vie, là, on a mis jeux pour enfants et tout. Encore une fois, la programmation n'est pas déterminée. Mais là, on voit bien un peu comment ça s'intègre au projet. Thibault Sud est ici. L'entrée principale, la rue publique est ici. Et la deuxième entrée, qui est une allée de stationnement, se fait par Kindelen. Donc, Kindelen est ici. L'entrée vers les stationnements pour les multilogements est ici. Puis on se dirige vers la rue publique, vers les maisons familiales zéro. Ça, c'est un autre angle de vue qui vous permet de bien saisir le projet. Est-ce qu'on voit le dôme? Non, on ne voit pas le dôme ici. Vue à partir de l'entrée de Thibault Sud, vraiment à vue de piéton. Donc, si on voit, ça c'est le bâtiment existant. Là à droite, vous avez, le dôme est un petit peu plus loin, là, le dôme de la Syrie. Il y a une maison, puis il y a le dôme après à droite. Donc, ça c'est l'entrée. On voit que c'est pas massif d'une vue piétonne, c'est pas massif les bâtiments nécessairement. Voilà. La dernière vue axonométrique, c'est de Kindelen. Donc, c'est comme si j'étais en vol d'oiseau de Kindelen. Kindelen est ici. On a les 2 premiers multilogements qui vont être la phase 1. Les allées véhiculaires qui mènent à l'entrée publique, Thibault Sud, l'entrée principale. On voit bien le dôme qui est ici. Donc, le dôme là, les stationnements. Donc, la progression, la transition des volumes, d'après notre opinion, est douce quand même. Et le projet, il est loin de Thibault Sud aussi, ce qui fait qu'on pense que c'est intéressant, ça se greffe quand même bien là, au contexte urbain du village. On parlait d'estimation, on parlait un peu des taxes tout à l'heure. On a fait une estimation, on n'est pas fiscaliste comptable, mais on a quand même évalué les valeurs de projet et les retombées potentielles si ce projet-là était un projet conventionnel de construction, là, puis on le vendait. En fait, on a une valeur estimée au rôle de 45 millions à terme, bien entendu à terme, quand toutes les phases de construction vont être faites. L'estimation de taxes municipales de 264 000, une estimation de droit de mutation de 50 000, puis un 75 000 en permis. Là. Juste en permis, la ville est retirée 75 000 en coût de permis. Donc, bref, c'est quand même une arc de plus, ça va t'artillerie pour aller chercher un peu plus de taxes municipales, bien entendu. Voilà, on vous a mis ça là pour vous donner une idée d'ordre de grandeur à quoi ça ressemble. On a créé un sondage, parce que là, c'est bien que tout le monde soit là, on va pouvoir discuter, je vais pouvoir entendre vos commentaires et y répondre. Mais on a mis à la disposition un sondage en ligne, puis on vous encourage grandement à aller utiliser le sondage puis y répondre. Nous, ça va nous permettre de comptabiliser, dans le fond, les données, puis vraiment de faire une idée sur l'acceptation du projet et tout. Puis nous donner aussi de l'information, vous allez voir, là, il y a des questions aussi sur quel type de logement aimeriez-vous avoir. Ça va nous donner aussi de l'information sur comment planifier les types de logements qu'on va pouvoir intégrer dans le projet, par exemple. Donc, vous avez 2 manières de remplir le sondage. Vous pouvez le faire en ligne. En fait, ça, c'est un code QR. Vous avez juste à sortir votre appareil photo, zoomer sur le code QR, puis il va y avoir un petit lien en bas de votre téléphone que vous pouvez peser. Ça va vous amener au lien du sondage que vous pouvez remplir automatiquement en ligne. Puis ça, toutes les données vont nous être comptabilisées au fur et à mesure. Et pour les gens qui sont peut-être un petit peu moins familiers avec la technologie ou qui n'ont pas de téléphone intelligent, à l'arrière, il y a des questionnaires aussi papier. N'hésitez pas, il faut vraiment les donner avant de partir, par contre, ne partez pas avec. Parce que nous, on va prendre ces sondages-là papier, puis on va les rentrer manuellement par la suite pour comptabiliser vos opinions, tout ça, puis les résultats du sondage. Donc voilà. Parfait, c'est terminé.
pour ma présentation. Je vous remercie. Puis je passe le flambeau à Annie-Pierre. Annie-Pierre va faire sa présentation, puis on va discuter après ça, commentaires, tout ça à la fin. Désolé. Ça me fait plaisir d'être là. Je passe souvent devant cette église-là. C'est la première fois que je rentre, donc c'est très prochaine. Je m'appelle Annie-Pierre Gorup. Je travaille, j'ai cofondé l'OBNL Territoire solidaire. Puis nos bureaux sont tout près. Donc on est depuis plus de 3 ans à Sutton, dans un coworking. Et puis on s'est donné la mission de travailler sur des milieux de vie inclusifs, dynamiques, et mix, donc vraiment de qualité et sain. Alors, c'est vraiment là-dessus qu'on travaille. Peut-être que certains d'entre vous connaissez Samuel Gervais, donc c'est également un cofondateur de l'organisation l'OBNL, qui a vraiment un bagage, lui, là, au sein de l'économie sociale. Donc, on voit qu'il y a 25 ans d'années d'entrepreneuriat social, démarré plusieurs organisations aussi au fil du temps. Et puis, peut-être à coup de main levée, est-ce que certains ont vu le documentaire Le Dernier Flip? Oui, OK, quand même, super. Quelques-uns et une parmi nous. On explique dans le fond les différentes solutions dans ce documentaire-là pour aider à l'abordabilité à long terme de nos milieux de vie de façon générale. De mon côté, moi j'arrive d'un parcours plus de l'immobilier, donc plus conventionnel, et puis j'ai travaillé beaucoup dans les contextes de mise en marché et de développement immobilier neuf. Et puis ça fait un moment que je voulais réorienter ça pour mettre au service là, vraiment des initiatives communautaires. Peut-être même avant d'aller plus loin, là, on a été approché par les propriétaires du terrain en question pour savoir est-ce qu'il y a un travail d'équipe ou une collaboration qui peut être fait pour justement assurer la pérennité de ce site-là dans une perspective d'abordabilité. Dans le fond, s'assurer que ça peut servir pas seulement à créer du logement ou à créer des condominiums, mais vraiment d'avoir ce regard-là à dire c'est un terrain tellement important au cœur du village d'Abercorn. Quelle vision que cet espace-là devrait aller, vers quelle clientèle ça devrait servir. Et puis, on connaît l'enjeu, l'accessibilité, la crise immobilière qui frappe fort. Donc, autant les jeunes, comme on expliquait, là, toutes les clientèles, les jeunes, les personnes qui travaillent à temps plein, ce sont ces ménages-là qui, de plus en plus, ont de la difficulté à se loger convenablement et à des prix abordables. Donc, de réfléchir ensemble à l'abordabilité, c'est ce qui nous a mis à la table. Bon, la mission de l'OBNL, soutenir l'émergence et le succès de projets en immobilier solidaire. Qu'est-ce que c'est l'immobilier solidaire? Rapidement, c'est vraiment de l'immobilier qui va au-delà de la brique. Donc, c'est pas de l'immobilier qui est considéré comme une marchandise. Ça, c'est bien important de remettre au cœur de ça l'aspect social d'un lieu d'habitation. Aussi, ça concerne pas juste la vocation résidentielle, mais on parle encore là de milieu de vie, donc différents types d'immobilier, le commercial, le résidentiel, ça peut être communautaire, espace vert. Tout ça ensemble fait en sorte que ce sont des espaces qui deviennent au service de la communauté, vraiment qui va soutenir la viabilité de ces communautés-là. C'est aussi un outil de développement économique et territorial qui va offrir une qualité de vie pour tous les résidents et résidentes sur le long terme. La fiducie foncière communautaire. Donc, encore là, on va introduire peut-être pour certains un nouveau concept. En anglais, on connaît ça sous le nom de Community Land Trust. Et on retrouve ce modèle-là déjà un peu partout dans le monde depuis plusieurs années. Et là, nous, Territoire solidaire, on a adapté ce modèle-là pour justement le déployer au Québec, autant là au niveau financier et juridique. Il y avait une petite vidéo qu'on n'écoutera pas aujourd'hui, mais qui est disponible sur notre site web. Et puis, pour ceux et celles pour qui c'est nouveau, le concept de la FFC, pour faire court, qui est la fiducie foncière communautaire, c'est vraiment un modèle qui a fait ses preuves, comme je disais, d'acquérir des terrains et des immeubles pour ensuite les détenir à perpétuité
et vraiment s'assurer qu'il y a un usage qui est au service de la communauté. Fait que pour le logement, on va prioriser les ménages à revenus faibles ou modestes. Et aussi l'usage qui est vraiment de résidence principale, donc qui ramène cette vitalité-là dans les quartiers où ces habitations-là sont construites ou acquéries. C'est un outil de développement durable et robuste qui repose sur une vision à long terme. On vit dans un contexte où l'abordabilité se voit plutôt sur un horizon de 10 à 35 ans. Il faut aller plus loin, il faut vraiment réfléchir l'abordabilité à perpétuité. Dans ces modèles-là, c'est vraiment ce qui est fait en mettant la fiducie au cœur du modèle. L'usage, on disait, de la FFC peut varier, donc garantir l'abordabilité, oui, de logement, mais comme on disait, d'espaces communautaires, commerciaux, les milieux agricoles, naturels. Donc, la mission, ce qui est important, c'est qu'elle est immuable. Et une fois que les biens sont placés en fiducie, bien, sa vocation et sa mission, elle est tracée pour toujours. Les actifs ne sont pas revendus et c'est ce qui en fait un modèle qui est excellent pour créer de l'abordabilité à long terme. Ce que cette diapo-là nous dit, c'est qu'aux États-Unis, c'est là qu'a émergé les premières fiducies foncières communautaires. Et puis, c'était vraiment créé par des communautés noires au sud des États-Unis pour lutter justement dans le contexte des droits civiques. Donc, ça a été un mouvement porté citoyen. Et puis, ça a permis à ces communautés-là d'avoir accès, puis vraiment de se racheter là, des espaces qui étaient importants pour eux. Dans les années 80, ensuite, l'équipe de Bernie Sanders, qui était maire de Burlington à l'époque, a contribué vraiment à la création du Champlain Housing Trust, qui est une des plus grandes fiducies au monde, qu'on retrouve juste à côté chez nous au Vermont, donc à Burlington. Et aujourd'hui, on compte dans ce parc immobilier-là environ 3500 propriétés abordables, donc hors marché, qui ont été sorties du marché, ce qui est très impressionnant. Et on travaille de près avec les fondateurs de ce mouvement-là, de cette fiducie-là, qui est tout près de chez nous. Le modèle de territoire solidaire, ce qu'on voit, c'est que l'échelle des fiducies est importante. Donc, notre projet pilote actuellement, on le déploie dans Brome-Missisquoi. Donc, la toute première fiducie foncière communautaire, c'est à l'échelle de la MRC de Brome-Missisquoi et dont Abercorn en fait partie. Et puis, c'est vraiment dans cette perspective de solidarité-là qu'on veut s'assurer que l'échelle regroupe autant les grandes municipalités et les plus petites avoisinantes, pour s'assurer que ce sont des modèles économiques qui sont viables aussi sur le long terme, qui peut assurer d'avoir des gens qui travaillent à continuer à faire des acquisitions et à faire du développement sur des territoires pour aider les communautés à sortir du marché un maximum d'espace. Donc, les FFC ont un territoire qui est exclusif, comme je disais, pour Brome-Missisquoi. Puis nous, l'OBNL, ce qu'on fait, c'est qu'on aide à créer ces fiducies-là, puis ensuite on les soutient. Donc, notre modèle d'affaires, c'est vraiment d'intervenir pour faciliter le financement, un peu jouer le chef d'orchestre, d'amener des capacités, donc des développeurs ou des constructeurs à la table, pour ensemble arriver à réaliser des acquisitions du développement pour et au nom des communautés, qui sont les fiduciaires. Fait que les fiducies partagent un service de gestion. On a un modèle qui est réplicable. Donc, notre démarche, oui, on travaille du bureau ici à Sutton, mais c'est une démarche qui est vraiment à l'échelle de la province et qu'on peut répliquer donc sur différents territoires à terme, puis construire ces parcs immobiliers-là. Je pense qu'un des aspects qui nous intéresse aussi, puis quand on dit remettre au cœur à la communauté ces espaces-là, c'est parce que les fiducies ont une gouvernance qui est représentative, démocratique et qui est locale. Donc, ces parcs immobiliers-là, à l'échelle de Brome-Missisquoi, va inclure des membres. Donc, tous ceux et celles qui vivent ou travaillent sur le territoire peuvent devenir membres de leur fiducie. Puis ensuite, vont élire, mettre en place des fiduciaires qui, eux, deviennent les gardiens de la mission. Et de cette façon-là, il y a vraiment les intérêts puis les priorités locales qu'on retrouve, qui est mis au devant, puis qui porte ces priorités-là pour le public. Donc, les membres élisent le conseil fiduciaire, comme on disait, et ensuite, on dit qu'elle est représentative. Donc, ça, c'est calqué vraiment sur les FFC classiques qu'on retrouve un peu partout, puis qui fonctionnent très bien depuis 40 ans. On a les acteurs publics, la communauté générale et les utilisateurs qui sont représentés dans cette gouvernance-là, avec aussi un siège pour la régénération, qui est un enjeu de plus en plus important
on le sait avec l'état des multiples crises, dont celle qui est écologique. Toutes les propriétés qu'on verse dans une FFC vont dans une FUS. Et donc ça, c'est une réelle fiducie. Puis le choix de ça, c'est qu'elle est perpétuelle dans le temps. Donc tant que le bien qui est la terre existe, la fiducie, elle continue d'exister. Et puis aussi, c'est un bien qui appartient plus à personne. Donc une fois que c'est dans une fiducie, vraiment tout ce qu'on fait, c'est qu'on l'administre en fonction de la mission. Fait que c'est un bien qui va servir à sa mission, ça devient un patrimoine à long terme. Et la mission, elle est immuable. Donc on le sait qu'elle perdure dans le temps. Il reste quelques diapos. Puis ici, les bénéfices, je pense que ce qui est important pour nous de retenir, c'est que les FFC, puis historiquement, puis dans ce qu'on voit un peu partout, c'est qu'ils amènent vraiment, en fait, ça concerne tout le monde, hein, le logement, on l'a dit plus tôt. Donc, quand les enfants grandissent, qu'on travaille, qu'on se divertisse, tous ces milieux de vie-là sont importants. Puis, si on voit l'avantage à ce que ça serve vraiment à sa vocation de lieu de vie et que ça ne soit pas mis en péril par des intérêts financiers ou la financiarisation de ces lieux-là. Donc, il y a vraiment une importance à ce niveau-là. Donc, il y a un alignement d'intérêts, autant de la part des municipalités, de la part des employeurs, de la part des citoyens, de toutes sortes de gens ont vraiment cet intérêt-là de dire, OK, comment est-ce qu'on crée des espaces abordables à long terme. C'est aussi une opportunité pour une ville comme Invercarn, d'afficher ses valeurs aussi, puis de dire, nous, on croit à ça, des milieux de vie qui sont inclusifs, dynamiques et tout. Et considérant toutes les proportions gardées, ça serait une occasion assez particulière pour une ville, même un village, de vraiment prendre un leadership et de dire, on a une grande portion tout à coup de notre parc immobilier qui est hors marché, qu'on va pouvoir léguer aux générations futures, puis qu'eux vont pouvoir, que ce soit les enfants des enfants, se loger convenablement, rester dans l'espace au fil du temps. Fait que c'est vraiment une opportunité assez particulière que vous avez compte tenu des proportions aussi de la municipalité, puis de ce type de développement-là. Puis bon, on parlait ici que ça répond évidemment aux jeunes adultes, les familles, autant les nouveaux arrivants, les entreprises qui ont de la difficulté à faire de la rétention de main-d'œuvre, les personnes âgées aussi. Différentes façons de contribuer à votre fiducie. Alors, les gens qui peuvent contribuer à la fiducie, c'est tout le monde qui est intéressé par leur milieu de vie, autant les citoyens, les entreprises privées, les OBNL, les acteurs publics. On parle de cession de propriété. Cession peut vouloir dire un don, peut vouloir dire de vendre au prix coûtant. Ça peut être un pourcentage sous la valeur marchande. Donc, quelqu'un qui décide de faire un don, de vendre sous la valeur marchande, ça peut aller ensuite dans la fiducie. Et puis, le parc immobilier devient alors composé de terrains vacants, de logements neufs, de logements existants, bâtiments requalifiés ou d'autres espaces. La finalité de ces espaces-là, c'est vraiment soit la location ou l'accès à la propriété, dépendamment des différents cas. Donc, des différents espaces, puis des besoins aussi de la population. On travaille avec plusieurs partenaires actuellement. On est surtout soutenu par le Fonds d'innovation de la SCHL puis la Société d'habitation Québec. Donc, à la fois le palier provincial et national, pour creuser ces questions-là, les mécanismes et tout qu'on a à mettre en place pour assurer l'abordabilité à long terme en mode accès à la propriété et locatif. Et puis là, je vois que c'est un peu coupé ici, mais différents groupes aussi avec qui on travaille là, pour réaliser ce type de projet-là. Alors, d'un point de vue vraiment par rapport à un projet comme ceux-là, dans les régions où on est, ça devient vraiment une question à se poser, à dire est-ce que ça peut être une opportunité justement de dire comment et qu'est-ce qu'on peut créer comme abordabilité sur ce site-là, et encore plus important, comment est-ce qu'on s'assure que ça, c'est tout l'effort qui sera mis au niveau du travail, au niveau des subventions, au niveau de toutes sortes de contributions à toutes sortes de niveaux, comment on peut capter cette abordabilité-là puis s'assurer qu'elle va rester puis qu'elle va donner au suivant au fil du temps. Donc, on a, c'est ça, je pense que ça fait le tour pour l'instant, c'est un peu, ça reste l'idée générale. Ensuite, il y a toutes sortes de différentes façons de se rendre. Vous nous parlez de fiducie foncière communautaire.
ou fiducie d'unité sociale, faut-il comprendre que l'ensemble du projet que les deux messieurs nous ont présenté serait fait par l'intermédiaire de cet organisme juridique? C'est une bonne question, oui. Je dirais, le véhicule juridique, c'est vraiment la façon qu'on recrée l'outil qu'on se sert pour recréer le modèle de fiducie foncière communautaire. Donc, ça serait une fiducie d'utilité sociale, c'est entremêlé. Donc, on crée le modèle à même cette fiducie-là. Et puis, ultimement, ben, c'est une opportunité d'évaluer justement, de dire, OK, ce site-là, est-ce qu'une portion ou l'entièreté du site pourrait être versée en fiducie? Donc, j'aurais même une réponse plus directe. Ma question est de savoir, est-ce que l'ensemble du projet serait fait par l'intermédiaire d'une fiducie d'utilité sociale? C'est ça ma question. La réponse est oui seulement. On est en train de discuter avec le propriétaire. C'est très difficile à répondre présentement, concrètement. On avance. C'est en avançant qu'on va voir la suite. L'idéal, je dirais oui. Mais C'est un projet pour l'instant. c'est ça qu'on souhaite, c'est ça que je désire ardemment. Mais je ne serais pas en mesure, au moment présent, de comprendre. Je trouve ça très intéressant, le souci de la fiducie communautaire, je trouve ça très intéressant. Oui. Mais j'ai une question. C'est important quand même les taxes Oui. pour les municipalités comme ici. Oui. Donc, vous vouliez retirer les bâtiments de la financiarisation. Donc, la valeur des bâtiments va rester sensiblement la même avec à travers les années. Les taxes, est-ce qu'elles vont être basées sur la valeur Sur quelle valeur? ancienne ou est-ce qu'ils vont réévaluer, les bâtiments sont réévalués et les gens payent des taxes actuelles selon la valeur actuelle du bâtiment? Surtout compte tenu, la question est hyper pertinente compte tenu du contexte aussi de la municipalité. Fait que j'entends ça. Il y a différentes façons de faire. Puis pas l'ensemble du site va avoir le même degré d'abordabilité ou va avoir les mêmes fins au niveau du logement. Donc, la façon qu'on évalue les taxes, ça va dépendre en fait là, de la municipalité aussi avec laquelle on travaille. Puis c'est quelque chose qui va devoir être finalisé en temps et lieu parce qu'on ne pourrait pas dire d'emblée c'est la valeur municipale va être d'autant moins ou d'autant plus parce que ça reste quelque chose qu'on va travailler aussi avec les banques, les hypothèques. Alors il y a différents joueurs autour de la table pour venir établir ces valeurs-là de taxation. Fait que c'est pas encore déterminé, mais c'est sûr qu'encore là, il y a l'option de la valeur marchande, mais aussi l'option de taxer moins à des faits d'abordabilité. Fait que ça va être une discussion qu'il faut avoir. Moi, je demande, excusez-moi, ça sera pas long. Moi, je demande d'être convaincu, mais votre réponse, ça me fait penser aux 3 dernières rencontres que je viens ici. C'est toutes des possibilités. Moi, je suis prêt à être convaincu. Je ne suis pas venu à Burkhorn pour avoir ce genre de logement, mais je suis prêt à être convaincu. Mais on m'offre que des inspirations, que des souhaits. Peut-être que vous pourriez me dire, vous êtes des promoteurs, vous avez sans doute déjà réalisé d'autres projets. Est-ce que vous pourriez me donner des adresses de projets que vous avez réalisés, qu'on pourrait aller voir? Si c'est pas vous, ça pourrait être la municipalité qui nous donne ces informations-là. Alors, au lieu de se baser sur des souhaits pour faire mon choix, je pourrais me baser sur Je ne comprends pas ce que vous voulez dire par les souhaits. Quand on fait un projet, c'est travailler avec la municipalité sur la manière dont on utilise le terrain. Donc, il n'y a pas 2 projets similaires. Moi, des projets dans le passé, j'en ai fait. Je suis dans les maisons modulaires mobiles. Donc, ce n'est pas un projet qui est viable pour ici, définitivement. Mais, je veux dire, les projets, c'est de travailler. Vous pourriez traduire pour ici. Comment vous dites ça? Vous n'avez aucun projet que vous avez réalisé que vous pourriez nous donner comme exemple. À ma le projet le plus près, c'est un projet de maison modulaire, c'est à Chaffeux. Ensuite, j'ai Saint-Jean-sur-Richelieu. Ensuite, j'ai Bécancour, mais ce n'est pas des projets similaires. Je n'ai jamais travaillé avec des hauteurs. J'ai tout le temps travaillé sur le terrain. C'est quoi de nouveau? Parce qu'il faut arriver. Tout le monde parle de densité, donc c'est. Et les membres de la municipalité. C'est un gros projet pour quelque chose que vous n'avez jamais réalisé. C'est un plaisir. Je peux juste vous. Là, je ne peux pas m'empêcher. Parce que j'en ai fait ce type de projet-là. Beaucoup. C'est un processus. Puis c'est important qu'on comprenne qu'on n'aura jamais toute la solution de la réponse. Là.
tant qu'on n'aura pas réalisé le projet. La précision de qu'est-ce qu'on va avoir se définit au fur et à mesure de l'avancement du projet. Là, on est à une étape qui est hyper importante et c'est celle de dire, j'adore l'idée de travailler auprès d'une fiducie foncière, j'adore l'idée d'une densification, j'adore l'idée de travailler sur le rendement fiscal de la municipalité. Ce projet-là me permet de faire ça. OK, merci. Foncez, faites le travail davantage qu'on doit faire et qui demande l'investissement. Il faut être sensible, c'est à la fois pour la municipalité que pour les développeurs, ça va demander des investissements de notre part pour aller compléter les études qu'on a besoin de compléter. Mais ça nous prend des orientations. Ça nous prend une vision. Il faut pas. On n'arrivera pas avec un projet fini à la fin, surtout avec on n'en veut pas. OK? C'est important de saisir ça. L'étude de marché confirme quels sont les réels besoins de la municipalité. Écoutez. Ça existe l'étude de marché, j'en ai parlé tout à l'heure, de super beaux projets, j'en respecte tout ça. Mais quand je vois des projets qui sont en bas de la pente, du massif, que je connais très bien, que j'ai habité ces maisons-là, que je vois des trucs qui ressemblent comme coïncider en ce moment, des 12 logements, des 20 logements, je me demande à quoi ça correspond à quoi. Quels sont les réels besoins? Quels sont les réels besoins? On n'a pas de besoin, hein? Soyons très très clairs. Abercorn, on n'a pas de besoin. On n'a pas de besoin de ce projet-là. Attention à vos taxes. Je vous dis, vous allez vous faire massacrer en termes de taxes. Sur les coûts et sur les taxes. C'est des taxes, mais c'est aussi la vitalité du village. On s'en va dans un cul-de-sac. Ouais, ça, on va donner le droit de parole parce que sinon ça va être le bordel un peu. On a des personnes qui ne vont pas parler peut-être. Monsieur, je pense qu'il disait. Je veux juste dire que la dernière fois qu'on a eu une présentation pour un autre projet à l'autre bout du village, je pense qu'on s'est retrouvés à la fin avec plein de questions. Je suis d'accord avec vous, Monsieur le maire. Le monde change, on a besoin de développer, il y a des besoins. Je suis d'accord, j'entends rien de négatif qui vient de là, mais c'est juste, je pense que des fois, on se demande, c'est quoi la transparence? Y a-t-il assez d'eau? Y a-t-il assez d'espace d'égout? Est-ce que les sondages ont été faits? Est-ce que la réglementation le permet? Et c'est quoi le processus pour se rendre à ce point-là? Puis si tout le monde ne comprend pas juste qu'on a besoin, puis on va avoir des gros taxes, mais on ne nous a jamais expliqué c'est quoi le processus et c'est quoi les choses qui vont être sûres qu'on ne s'en fâche pas dans des dépenses de fou, qu'on va avoir assez d'eau, qu'on va être capable de dealer avec les capacités dans nos égouts, que les routes vont marcher, que les poubelles vont marcher. On ne mentionne jamais ça et je suis sûr que c'est tout ça les questions. Votre projet, il est beau. C'est pas ça. Et le monde change et on a besoin de plus de maisons. Mais encore une fois, on se retrouve avec toutes les mêmes questions. Puis aucune de ces réponses. Je suis content de votre question parce qu'elle est très pertinente. Et il y a des informations sur le site. Maintenant, comme j'ai dit, toutes les questions que vous venez de poser, là, la capacité de l'eau, les routes, l'état de nos routes, l'état des infrastructures, tout ça, on a toutes ces réponses-là. On les a, ces réponses-là. On a fait faire des études là-dessus. Le problème, c'est le communiquer. Je suis d'accord avec vous. C'est le communiquer, le comprendre. Ces études-là sont la capacité de notre réseau d'eau est sur le site. 1978. Oui, c'est ça. La question qu'on qu'on pose, c'est pas la... J'allais voir mon gestionnaire avec les chiffres. La capacité actuelle de quoi? Parce que c'est plus complexe. De l'eau potable. De la capacité de Oui, pluie, parce que sur à peu votre près site- 3500 unités. Parce que sur votre site, l'étude date de 1978. Non, Ce qu'on dit, là, Oui. c'est sur votre site, c'est ça que vous m'avez dit. Mais vous voyez où est-ce qu'on s'en va? Oui, je suis Parce que d'accord. monsieur, avec le sondage de qu'est-ce que la municipalité a besoin, on ne peut pas dire que ça vaut rien. Ça vaut quelque chose. Ouais. Fait que de faire attention, sa question est bonne. Monsieur aussi, il demande une très bonne question. Il veut juste savoir qu'est-ce que ça veut dire. Aussi, monsieur là-bas, il veut savoir comment est-ce que ça va fonctionner. C'est pas qu'on met en doute,
Mais c'est juste, on Excellent. demande des questions Excellent. concrètes. Et je pense que c'est juste. Mais pour les questions techniques, là, ça se travaille, il y a de l'information, elle n'est pas complète, mais ça s'en vient. Mais en même temps, on n'a pas d'informations pareilles pour parler de ça. Mais je vais vous la donner l'information. Tu comprends ce que je veux dire? C'est comme si on nous dit on s'en va dans le mur avec nos taxes, mais faisons une fiducie foncière. Si on perd 40% de revenus de taxes à cause de ça, est-ce que ça, on s'en va dans le mur pareil? Tu comprends tout ce que je veux dire? Moi là, nous, on n'est pas dans le rêvage des dessins blancs. Là. Nous, on est dans la vraie vie. De comment ça va être la prendre de taxes dans 10 ans, c'est pas qu'on veut parler comme ça. Oui, d'accord. Moi, c'est pour ça que je suis ici, là, c'est pour avoir cette information-là. Pour ma part, moi, si je peux me permettre, pour ma part, moi je suis Stéphane Marcoux, l'OBNL, j'en ai créé une plein rayon à Coandil, puis j'ai 23 projets d'économie sociale, c'est fantastique l'économie sociale, c'est beau, mais il faut que ce soit réaliste aussi. Il faut que ça génère les taxes que ça a généré. Mais on ne peut pas aussi régler le problème de taxes puis en créer un autre. On a eu, tristement, on a eu un incendie cet hiver ici à Burkhorn. Bon, ben, deux, mais une qui a vraiment majeure, on a manqué d'eau. On a manqué d'eau. Donc, mon point de vue est, ça prend de l'eau. OK. On ne peut pas se cacher en dessous de l'arbre. Non, mais si la question, c'est pourquoi on a manqué d'eau, il y a une explication à ça. On peut rentrer dedans, là, mais on ne manque pas d'eau. Okay? C'est juste une question de notre capacité de fournir de l'eau. Le taux d'eau qu'on donne à la minute, là, et le débit, merci. C'est un autre problème, ça. Mais les études qu'on a nous disent qu'on ne manque pas d'eau. Il y a d'autres points plus délicats, mais on pourra en faire, un travail, un atelier, ouais, mais vous avez tout à fait raison, pour évacuer ça et sortir les documents et les expliquer. Mais gardez en tête qu'il n'y a rien qui va se faire sans l'approbation du ministère des Affaires de l'Environnement. C'est eux autres qui vont donner notre accord final. Mais quand même, avant d'arriver, votre autorisation est nécessaire. Oui. Mais pour mon point de vue, je suis d'accord qu'il faut évoluer dans le temps, il faut développer à un moment donné, mais faisons attention. Oui, mais au niveau de la taxation, je suis vraiment d'accord. Je suis un peu surpris qu'on voit tout le projet en train de dessus, mais même si on le faisait, il y a quand même une taxation réelle. Okay? C'est pas, de mon expérience, une taxation qui est de l'ordre de 25 à 30 plus bas que le marché. Okay? C'est ce qui correspond à la norme des OBNL, le subventionné, la location. La valeur moyenne, c'est quoi moyenne mitoyenne? C'est à peu près de 25 à 30 du marché. Mais c'est loué, les coopératives ont loué à ce prix-là. Puis tu dois atteindre ce seuil-là pour que ton financement soit comblé. C'est le financement privé, hein? C'est soit la Banque nationale ou c'est des banques qui financent ces projets-là. Donc, il y a un seuil, sauf que c'est garanti. C'est ça qui change. C'est ça qui change de données économiques. Il y a un travail à faire pour identifier justement plus précisément les besoins, de dire combien de ces sites-là sera en accès à la propriété, par exemple, quel degré d'abordabilité. Plus on fait de l'abordable, jour 1, plus l'abordable est important, mais à ce moment-là, ça a besoin d'être subventionné. Fait que ça recoupe un peu ce que vous dites, c'est que dès qu'on parle d'abordabilité avec des programmes de subvention, là après, il y a différents critères et tout. Bon, il n'y a rien qui oblige à avoir des taxes qui sont moindres, mais souvent ça aide à les montages financiers pour des projets vraiment abordables, locatifs dans les programmes. Ensuite, il y a toutes sortes d'organisations comme nous, puis on fait partie d'un regroupement qui s'appelle La Chaussée, qui travaille à d'autres sortes d'alternatives qui permettent une plus grande mixité de loyers, donc d'avoir de l'abordabilité, mais à différents degrés. Et puis là, le volet accès à la propriété aussi qui serait par partie du site.
Fait que ça va être tu sais, de voir un peu c'est quoi la viabilité d'un projet comme ça sur un site comme celui-là, compte tenu de la réalité aussi d'Abercorn, à savoir, OK, est-ce que c'est un projet qui se prête à ça, à quel degré d'abordabilité, quelle proportion du site. C'est sûr que la visée, c'est un maximum d'abordabilité puis un maximum de propriété démarchandisée, mais ensuite, la réalité de ça, puis les impacts, ça a besoin d'être mesuré là, avant d'aller mettre une pelle dans la terre, puis aussi arrimer ça avec les besoins, puis s'assurer que les gens sont au rendez-vous aussi. Mais j'ai une question pour vous, parce que vous avez, à la fin de votre présentation, vous avez évoqué la possibilité que la ville s'implique. Mais moi, ma question, c'est, normalement, une ville va réglementer au niveau urbanistique, les hauteurs, les formes, les dispositions, mais pas sur la propriété. Non. Est-ce que vous évoquez que est-ce que la ville peut financer? Je ne comprends pas, là, vous avez évoqué... En fait, souvent, ce qu'on appelle, c'est une contribution du milieu. Ça, c'est quand on développe dans les programmes. Fait que quand on développe du logement abordable, dans les programmes, qui sont vraiment les programmes qu'on retrouve là, au provincial, au fédéral, à ce moment-là, il y a des contributions qui doivent venir du milieu pour appuyer le projet. Ça, c'est pour vraiment aller chercher le maximum d'abordabilité. Fait que dans ce contexte-là, la municipalité est souvent l'acteur principal qui va contribuer à un projet comme ça. Il y a d'autres acteurs du milieu, tu sais, un propriétaire privé peut réduire un prix, puis cette réduction-là va compter aussi comme un apport du milieu, par exemple. Fait que, mais ça reste très, ça dépend du cas des projets, là, puis la contribution va dépendre aussi de la capacité de la ville. Puis des fois, c'est un frein à faire un projet abordable. Parce que la contribution du milieu peut-être n'est pas au rendez-vous, ou c'est juste pas possible. Là. Mais il faut l'étudier. Le Land Trust achète du terrain. L'exemple du Land Trust, ils sont rendus ils ont les moyens, ils ont les reins assez solides maintenant pour acheter des terrains. C'est un des problèmes qu'on a au Québec. Les coopératives d'habitation se sont assis sur un capital fabuleux. Ils ne sont pas capables de le sortir parce qu'il y a une chicane entre la propriété légale de ce capital-là. C'est pour ça que toute la notion de fiducie nous sort un peu de ce problème-là. Mais je peux vous dire, regarde, la ville n'a pas les moyens d'acheter des terrains. Pour moi, c'est clair. Mais on peut légiférer. On peut encourager, et on peut aller chercher, on peut solliciter. Hey, Louis Villeneuve est rendu au fédéral, c'est notre copain. Et le fédéral a annoncé qu'il était prêt à octroyer des subventions pour des infrastructures municipales pour encourager le développement. Bon, c'est sûr qu'on va rentrer là-dedans. Mais on n'a pas les moyens de nous demander de sortir nos sous de vos poches pour faire du logement social. C'est clair. Okay? On s'éloigne du projet. J'aimerais revenir au projet. Oui, c'est ça. Je m'en allais. Moi aussi, je vais entendre les trois personnes plutôt que seulement le maire. Oui, mais moi, j'ai deux questions. Une autre question à deux volets. Vous parlez de parc. Est-ce que le parc va être cédé à la ville un coût aménagé ou va être cédé à la ville tout nu? Habituellement, c'est cédé à la ville tout nu. Quand tu signes le protocole d'entente, il y a un pourcentage de pieds carrés qui va avec la transaction. À partir de là, il peut y avoir des négociations qui se font. Mais habituellement, dans les projets, c'est tu cèdes le nombre de pieds carrés selon le développement. Tu le cèdes à la municipalité qui, eux, le développent à leur guise. Et c'est pour ça, dans certaines municipalités, au lieu de prendre un parc, ils prennent une valeur monétaire. Ça, c'est pas ma décision, c'est la décision d'Abercorn. Vous avez parlé de la décontamination des sols. Il faut absolument que les sols soient décontaminés pour construire une habitation. Oui. Est-ce que la portion où vous avez prévu aménager un parc est décontaminée au même niveau que le niveau de décontamination à Il y a une partie qui est décontaminée commerciale, qui est différente un petit peu du résidentiel, mais qui peut être pour un parc où il n'y a aucun problème selon la ferme Sol Nord, qui est la ferme qui nous représente sur la décontamination, la décontamination, puis qui travaille avec le ministère. Et on sait que la définition parc, pour le ministère, c'est pas un parc qu'on va pouvoir marcher et s'asseoir.
Oui, définitivement. C'est plutôt un parc comme le sentier aménagé par la permaculture. Quelle est la différence? Si vous me laissez continuer, Ouais. les sentiers aménagés par la permaculture, ce sont des sentiers où vous marchez dans un parc urbain où il y a des plantations, mais il n'y a pas de banc, il n'y a pas de pataugeuse, puis il n'y a pas de balançoire. OK. Donc, ce serait le genre de parc, vu le niveau de contamination qui est encore présent à cet endroit-là, que la municipalité pourrait aménager. J'ai pas assez de connaissances pour répondre à 100% affirmatif, mais qu'est-ce que j'avais comme information, c'est qu'il n'y avait pas de problème d'avoir des bancs. Ça peut... on va travailler avec Sol Nord pour le savoir à 100%, mais de que j'avais comme information, il n'y avait aucun problème de ce côté-là. Comme je vous dis, c'est sûr que vous employez le terme parc, mais le terme parc, au niveau de contamination du sol actuel, qui est commercial, ne permet pas l'arrêt des gens dans des bancs. Terrain de jeu. Il ne permet pas de terrain de jeu, de balançoire. Il Les- permet un l'étude- sentier comme la permaculture. L'étude est disponible. L'étude est disponible, en tout cas, on l'a donné disponible à la ville. Donc, à ce moment-là, tout est dans l'étude. Moi, je me réfère à l'étude. Le terme parc, et c'est contaminé à un niveau commercial. D'accord. Ça se peut, faut se référer à l'étude. Validé par un contraire. Ça se peut. On va Il y avait une laisser question la derrière. conversation. Ouais. Madame, oui. Alors, question depuis un moment, juste derrière, au fond. Vous allez tous pouvoir poser votre question. Donne un esprit. Je suis vraiment une fan de tous ces villages innovants qui ont été créés, que ce soit des fiducies, que ce soit des co-habitats. Il y a eu une grande étude dans le monde missisquoi qui était fort intéressante, qui détaillait un peu l'amorce quand on fait des études bidons, mais je pense qu'en quelque part, il y a quand même une fondation. Ils ont voulu attirer les jeunes dans la région, ils ont créé vraiment une philosophie. Et ça a fonctionné quand même. Mais là, maintenant, il faut les loger, ces gens-là. Moi, je vois ma fille, toutes ses amis, c'est tout un challenge de pouvoir habiter dans la région et y travailler. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que, oui, si, quand je demandais tout à l'heure s'il y avait des études de marché ou de besoins qui avaient été faites, c'est parce que souvent, le projet va prendre une forme qui va convenir à ce que les gens, on peut de dire, on présume ou on espère que c'est ces gens-là qui vont venir habiter ici. Je pense qu'en pensant à l'envers, en imaginant que les personnes, souvent les personnes retraitées, et plus tard, ils ont envie que tout soit proche. Donc, ils vont peut-être pas être intéressés par des lieux si le logement, il n'y a pas un terrain, une maison à entretenir. Mais si ça l'isole dans son logement, c'est pas pour rien qu'il y a toutes ces maisons de retraités, maintenant même de semi-retraités, ils ont tout ce qu'il faut en proximité. Donc, ils ne sont pas obligés d'avoir nécessairement de voiture ou de tout ça. Donc, comment cette réflexion-là peut être amenée pour justement de dire on va faire un parc en dernière phase, mais si on veut attirer les jeunes familles, peut-être qu'il s'en prend le parc pas trop longtemps en arrière parce que le mur en fer, peut-être que ça va être encore l'hiver. Donc, il y a toute cette espèce de réflexion-là. Je trouve que c'est une fois, il y a vraiment matière à trouver la voie de ce projet-là, mais d'un autre sens, il me semble. Puis, il y a quelque chose c'est fabuleux quand on voit des nouvelles initiatives. Le village comment ça s'appelle? Il y a un petit village avec toutes les petites maisons qui sont au milieu, qui ont un jardin commun, ils ont tout ça, ils mettent des trucs en commun. S'il y a des demandes pour ce genre de cohabitat-là, est-ce qu'on peut envisager plutôt que de faire une architecture en partant, puis après ça, ça pourrait pas fonctionner, ou les gens ne sont pas vraiment intéressés. Donc, je pense que Coanisville, même Bedford, s'est développé, les champs sont en train de se remplir. Il y a des quartiers aussi dans Sutton, Denham aussi. Donc, il y a des besoins partout, il y a des quartiers, mais moi, je dois dire que dans la région, à date, je n'ai pas vu de grands projets qu'on peut faire. Oh,
wow, les gens vont venir voir c'est quoi notre modèle, puis on va le reproduire parce que ça fonctionne, on y a pensé, puis que là, on démarre quelque chose, là. Je sais pas. Il y a un c'est quand même un peu marginal, c'est beau, c'est fun, c'est charmant. Ben, comment on peut tout intégrer tout ça au niveau social? On a quand même, le projet a été réfléchi, bien entendu. On n'a pas fait ça sur le coin d'une table non plus. On a regardé un petit peu à diversifier les typologies d'habitation, tout ça, mais là, on est à l'étape où, on parlait de transparence, là, où on est rendu, on veut du concret. On n'est pas dans le concret encore parce qu'on ne sait même pas si on va pouvoir faire le projet. Donc, on vous présente ça devant vous pour savoir est-ce que vous êtes d'accord avec la vision, le concept de ce projet-là. Une fois qu'on s'est entendu sur la vision, le concept, on va détailler les choses. En ce moment, le terrain est industriel. On peut juste faire de l'industrie. Il va falloir changer les règlements. Avant de changer les règlements, avant de prévoir si ça va être une utilité sociale, avant de prévoir, il faut s'entendre un peu sur les paramètres, les grands paramètres, disons, pour la vision de développement du projet. Une fois qu'on s'est entendu sur la vision de développement du projet, il va y avoir une demande de modification réglementaire. On va changer la réglementation pour permettre un développement résidentiel mix avec commerce de proximité, tout ça. Puis une fois que ça sera fait, bien, à ce moment-là, le promoteur va avoir des garanties comme quoi que son projet peut peut-être se concrétiser. Alors là, il va mettre des sous supplémentaires pour venir concrétiser, venir faire des plans, venir aller chercher peut-être des personnes qui veulent acheter des parties de terrain pour faire des copropriétés ou ce qu'on a présenté tout à l'heure. Donc, c'est juste que là, on n'est pas à cette étape-là encore. On est à l'étape où il faut s'entendre sur est-ce que le concept global convient. Après ça, vous allez être consulté, la population. Une fois que les changements réglementaires vont être entamés, il va y avoir des consultations publiques, il va y avoir des approbations référendaires, même probablement. Vous allez pouvoir vous opposer si vous voulez. Donc, on est à l'étape où on veut juste s'entendre, on veut vous entendre sur le projet. Là. Qu'est-ce qui se passe avec ce projet-là? Faire une histoire, ça vient à dire, jusqu'à date, il y a X, près d'1,2 million d'investis. Avant de continuer à investir, on peut savoir si le projet peut plaire à la population. Voilà. Parce qu'il y a d'autres dépenses à mettre, puis honnêtement, si les citoyens ne le veulent pas, je ne paierai pas ces dépenses-là. Madame? Oui, bonjour. Alors, moi, j'ai deux questions. Une deux belles présentations. Une présentation d'un promoteur, d'un développeur, qui a des intérêts pas du tout les mêmes que ceux d'une fiducie foncière qui a l'air extraordinaire. M. Mann nous parle que peut-être une partie du projet pourrait être constituée avec cette formule-là. On ne sait pas laquelle, mais je pense qu'on ne peut pas s'embarquer dans un projet sans savoir comment ça va être fait et puis comment ça va fonctionner au niveau légal. Et puis aussi avoir une vision à plus long terme. Il y a eu une présentation d'un projet sur Thibault-Nord. Là, on en a une de Thibault-Sud. Il faudrait savoir, c'est quoi la vision pour les 15-20 prochaines années. Est-ce que la semaine prochaine, il va y avoir un autre projet qui va être présenté ailleurs dans la municipalité? Je pense que ça doit faire partie de notre réflexion. Je ne peux pas répondre au nom de la municipalité, je peux juste vous répondre de mon projet, ce qu'on veut faire. Puis ça revient à ça. Oui, mais je suis rendu à l'étape où je ne veux plus investir, je ne sais pas. Je comprends, mais votre projet, oui. Ça serait peut-être différent si vous savez qu'une grosse partie du projet va être formée dans une fiducie foncière. J'en serais très contente, madame. J'en serais très fière. Oui, mais tantôt, vous avez parlé que certaines typologies d'habitation allaient être sous forme de copropriété. Les deux premières, les trois autres, on n'a pas entendu parler. C'est tous des... C'est tous des copropriétés. Mais on est dans le détail. OK, donc ce ne serait pas un propriétaire qui serait propriétaire, exemple, d'un 12 logements qui louerait à des locataires. Annie-Pierre n'est pas là aujourd'hui si le projet qu'on présentait ne satisfaisait pas ce qu'elle veut faire. Je pense que ce qui est important de dire, c'est que pour nous, la fiducie, quand on voit des projets comme ça, il y a une opportunité de justement dire, OK, est-ce que c'est un milieu qui mérite d'être étudié, sur lequel une fiducie peut avoir un impact positif? Puis pour rebondir sur le commentaire de Mme Aufond, quelle serait la séquence pour dire
confirmer, puis s'assurer que la communauté a vraiment quelque chose, un milieu de vie qui leur plaît puis qui fonctionne. Après, il y a des éléments qui font que ça devient pertinent pour la fiducie même d'évaluer la viabilité de ces projets-là quand il y a certaines bases, certains paramètres qui sont déjà établis. Puis là, ça devient plus facile de dire, OK, bon, ben, quel serait le coût de ce terrain-là pour la fiducie? Quel genre d'abordabilité on peut le générer? Fait que ça devient... Il faut faire des hypothèses pour ensuite être capable d'établir certains paramètres pour savoir si c'est un projet qui peut s'intégrer dans la fiducie. Puis après, ben, la finalité du produit, il va falloir qu'il y ait vraiment un exercice là, avec les citoyens pour s'assurer. Mais on doit le savoir avant de prendre la décision d'aller de l'avant. On doit savoir comment ça va fonctionner. On ne peut pas dire on fait le projet, on verra après quelle portion pourra faire partie d'une fiducie foncière ou non. Peut-être dans le même projet, ce serait étrange d'avoir deux sortes de propriétés. Dans quel sens que vous dites ça? L'intérêt d'avoir une fiducie foncière, de ce que je comprends, c'est que ça met fin à la spéculation foncière, puis tandis que à l'intérieur d'un même projet, si on a certaines portions du projet qui sont sous cette forme-là, puis d'autres ouverts au marché immobilier en général, je ne suis pas sûre que ça peut bien fonctionner dans je pense que c'est une situation que tu vois c'est assez commun, en fait, dans le modèle des fiduciés. Ils peuvent intervenir vraiment à l'échelle d'une unité dans un bâtiment, même si le bâtiment, il y a d'autres condos qui sont sur le marché, par exemple. Okay. Fait que c'est de ce qu'on voit ailleurs. On est au début aussi de ces fiducies-là, donc il y a aussi un travail à faire, là, mais on voit ailleurs qu'est-ce qui fonctionne. On a accès à cette connaissance-là. Notre objectif, c'est de rassembler ces gens-là et de travailler sur les modèles, mais ça peut être intégré. En fait, même, je dirais qu'une des forces des fiducies foncières, c'est qu'ils peuvent facilement créer de la mixité versus créer vraiment des ensembles immobiliers qui ont une seule vocation, qui s'adressent à une seule population. Fait que c'est un petit peu plus inclusif et mixte en ce sens-là. La mixité sociale, en fait, c'est exactement ça. C'est mettre des gens de différents paliers économiques, puis les rassembler ensemble. Les mettre tous à la même endroit, ça fait des ghettos des fois, comme on a vu en France, par exemple, peu importe. C'est bien de faire une mixité. Monsieur, dans le fond, je pense que vous êtes le prochain, monsieur. C'est sûr que le village est un point tournant. On a plusieurs sites à développer dans le village. Mais avant de commencer, je voulais juste féliciter les villageois ici d'être en aussi grand nombre pour les présentations comme ça. C'est merveilleux. Et d'entendre ce que vous voulez. Moi, je regarde ça, je dis, on a une maire avec un architecte renommé, on a des acteurs qui veulent s'impliquer dans le village, on a des villageois qui s'impliquent et maintenant on a introduit l'idée de fiducie. C'est merveilleux. Je voulais juste inviter tout le monde de participer. C'est ouvert vendredi, samedi, dimanche pour les prochaines quelques semaines. La présentation qui se fait à l'école de l'art de Sutton, c'est merveilleux. C'est sur l'identification des villages et c'est précieux ce qu'on apprend là-bas. Et je crois qu'il y a des choses qu'on peut apprendre là-bas et ramener ici. Et puisqu'on est un petit village, on est à l'écoute de l'un et l'autre, on peut ramener ces connaissances pour dire oui, on veut faire quelque chose ensemble. Et je crois que, écoute, 3 parcs reliés par un sentier, il y a des choses merveilleuses qu'on peut faire ensemble. Donc, bravo, j'aime beaucoup apprécier la présentation. Merci. Monsieur? Je vais aller dans le concret. On va parler du parc qui était possiblement donné vierge ou aménagé. La rue. On parle de la rue 139 Pitié-Beau, qui est un lien. À qui il va appartenir? À la fiducie? Où il va appartenir? Qu'est-ce que c'est qui est l'idée? De le convalider dans une fiducie ou de donner à la municipalité? On parle d'un lien aussi entre Kinderline puis ce bout de chemin-là. Qu'est-ce que c'est que la vision? Est-ce qu'on veut la donner à la ville ou si on veut la garder au niveau de la fiducie? L'emprise de rue, là, comme je disais, celle qui passe à travers, c'est une emprise de rue publique, là, une emprise de 15 mètres typique. Ça, c'est comme tout développement, là, quand on fait on crée une rue, on la lotit, c'est cédé à la municipalité pour... c'est donné à la municipalité, cédé. L'accès via Kinderline, ça c'est différent parce que c'est un allée de stationnement. C'est un allée qui mène à des stationnements privés. Donc ça va être privé.
Puis c'est quoi l'autre le parc, je pense? Oui. Le parc est cédé à la municipalité aussi. Là, on parle d'eau. Il y a un parc qui va être fait probablement avec un genre de lac ou quelque chose. Bassin de rétention. Pour une rétention d'eau. La gueule, est-ce qu'on va être obligé d'être poigné avec ça? Non, on n'est pas. C'est pas ce genre d'aménagement-là. On est loin du bord de piscine ou du bord de plage, mais il y a des exemples de ce genre d'aménagement-là. D'ailleurs, il y en a une dans la presse qui est passée il n'y a pas très long. C'est énorme. C'est pas gros comme ça, mais ça se fait ailleurs. Puis c'est protégé, tout ça. C'est pas pire qu'un étang. Un étang, c'est pas clôturé, par exemple. OK. L'élément, c'est le suivant. Une fiducie, c'est administré. Ça prend un groupe administrateur. Parce que ça ne devient pas une ville, à l'intérieur d'une ville, avec deux règlements distincts. Je vous explique ma situation. J'ai été propriétaire de duplex. J'ai administré ce qu'on appelle des maisons de ville. On en avait 4 unités de 20. Okay? J'ai été propriétaire de condos. Juste avant, c'était ce qu'on appelle les projets intégrés. Avec 4 condos de 24 unités qui se partageaient des accès, des stationnements. Ça s'est démantibulé parce qu'on sait ça tiraille d'un bord, ça tiraille de l'autre. Il y a eu un feu, il y a eu des toits qui coulaient. Puis là, ils ont chacun voulu se diviser. Puis après ça, désolé, tu t'es brisé la jambe du côté-là, mais ça ne m'appartient pas, mais c'est intact. Mais en bout de ligne, c'est parce qu'il y a peut-être une négligence de lui, mais l'autre, parce que la ligne principale était divisée en deux. Il y a eu monsieur n'a rien reçu. Fait que tout cet aspect-là, l'assurance, c'est toute la fiducie qui la couvre. C'est des bonnes considérations. Tu sais, pour l'instant, la fiducie, ça dépend de la vocation finale du terrain. Tu sais, on a parlé d'accès à la propriété, on a parlé de location, on a parlé d'immeuble à logement locatif, abordable. Fait que, tu sais, il faut l'imaginer un peu comme ça. Présentement, c'est un terrain privé. Puis le site pourrait être gardé, développé, pourrait être revendu à d'autres entrepreneurs privés avec des intérêts privés ou pourrait être vendu en partie ou en totalité à une fiducie qui prendrait sur elle les responsabilités d'un propriétaire bienveillant pour le partage des responsabilités selon les types d'usages. Donc ça va varier, mais la question de dire, est-ce qu'en mettant une fiducie dans l'équation, est-ce que ça crée un risque de partage de responsabilités, puis comment on trace ça? Bien, c'est pas un propriétaire nécessairement différent qu'un propriétaire individuel ou d'autres. Il y a quand même des responsabilités par rapport à au lot ou à la propriété qui lui est confiée. Attention, là, vous avez parlé tout à l'heure qu'il y avait des gens en condo. Pardon? Il y avait des gens en condo là-dedans. Fait qu'un condo, tu es responsable de ton unité. Et tu as une assurance aussi pour ce qu'on appelle conjointe pour des espaces communs. Fait que là, si on se ramasse avec un condo, avec un stationnement qui est un espace commun, qui est une fiducie qui couvre ça, combien d'administrations on est rendu? Mais François, il y a 3500 logements à Vermont à côté de. Franchement, pas dans les C'est de l'administration que j'ai passé par là. Oui. Si tu me dis que ça s'en va là, c'est correct. Mais moi, je veux le savoir. Il y a différentes échelles de gouvernance, vous avez raison. Il y a la fiducie à l'échelle de la fiducie, mais ensuite, chaque projet immobilier va avoir une forme de gouvernance. Dis-moi que tu t'en vas là, dis-moi que tu t'en vas là, puis dis-moi que tu t'en vas quelque part. C'est juste ça que je veux savoir. OK. Madame? Pardon. Moi, c'est pas une question de juste un commentaire, une expression générale. Quand j'ai vu le projet sur Internet, je trouvais ça, comme pour le village d'Avocon, un peu trop gros. J'aurais tendance à couper ça de moitié. C'est comme trop. Mais le restant, je ne suis pas contre l'idée de développer ce lot-là. La présentation sur Thibault Marche, oui, je ne sais pas quoi. Mais mon impression générale, c'est que tu trouves au niveau des villages ici. Je verrais ça plus comme d'abord une petite ville, chose qu'on n'a pas. C'est plus mon commentaire, l'histoire de la fiducie foncière, c'est très intéressant. Mais c'est la grosseur du projet. Je trouve un peu rédacteur. C'est comme pas. Peut-être qu'au final,
ce serait dans mon point de vue. OK, mais pour le moment, mon impression, c'est ça. La densification dans... Mais je ne suis pas contre la densification, pas du tout. Non, c'est pas ça que je veux qu'on entende de mon côté. Ouais. C'est juste par rapport à la taille du village ou à l'aspect du village, je trouve que ça ferait comme... Je comprends. Ben, des développements comme ça dans un village qui n'a jamais connu ça, ça fait peur à tout le monde. C'est clair. C'est juste que je pense qu'il y a plusieurs facteurs qui font en sorte qu'on est rendu à faire des développements comme ça, notamment les infrastructures extrêmement coûteuses, les développements qui ont été faits dans le temps qui n'étaient pas assez denses, qui maintenant on est mis devant le fait accompli. Les taxes que les gens payent sont capables de subvenir à l'opération de la ville. Donc, on est dans une réflexion maintenant en 2025 sur une autre manière de développer les villages. Puis j'aime pas utiliser la densification parce que c'est super galvaudé puis c'est très péjoratif en général, mais on parle plus de compacité, de développement autrement. Puis malheureusement, ce type de développement-là, ou heureusement, là, ça va créer des nouvelles opportunités. Puis il manque 860 000 logements au Québec d'ici 2030. Il manque 860 000 logements. Fait que, il faut les mettre quelque part, puis il y a des gens qui ne peuvent pas se loger dans le secteur. Mais je comprends que vous trouvez ça trop dense. Bref. Il y a plein d'éléments qui font en sorte qu'on est rendu à faire des développements comme ça. Puis il y a aussi, malheureusement, la rentabilité des terrains aussi, qui coûte excessivement cher. La décontamination, tout ça, qui mène à... Si on ne fait pas un certain nombre de logements, ben il n'y aura pas de projet. Puis c'est quoi le nombre minimum de logements que ça prend? Rentable. Hein? Rentable. Oui. Au moins une centaine. Une centaine. C'est ça le problème pour moi. C'est que... À Brookmore, je ne sais pas, il y a combien de maisons dans le village? 250. Dans le village? Partout. Non, dans le village. Une centaine? Même pas. Moins. Même pas. Même pas. Non. J'ai déjà compté. C'est 92? Même pas. 92? Même pas. C'est plus. Si le village ne bouge pas, ça sera plus. Je suis d'accord, mais bouge puis sauter Ben, ça va avec les coûts, hein. On est content d'avoir décontaminé un terrain. On est très content d'avoir vendu un terrain maintenant qu'on peut utiliser. Évidemment, il y a des fous qui arrivent avec ça. La municipalité aussi parle. Je veux dire, le plan, là, ça ne dit pas, il n'est pas sorti de ma propre valeur. Il est sorti suite à plusieurs réunions avec la municipalité. Je ne questionne pas l'idée, c'est juste c'est à Brookmore. Oui, mais non pas ça tout, on l'espère. J'ai élevé des enfants ici et on faisait beaucoup de chemin, Cowansville, partout. C'est pas pour des personnes qui n'ont pas des sous pour des autos, des réparations d'autos et les autos. C'est pas vrai que ça coûte moins cher d'habiter dans campagne. Parce que quand tu y vas à Cowansville et tu voulais acheter quelque chose en vente, là, il n'y en a plus. Rain check. Mais là, tu sais, est-ce que je vais revenir pour sauver 5$? Non. Non, ça c'est... Je comprends l'expérience d'avoir des enfants ici et d'essayer de sauver des sous pour pouvoir profiter du ski et tout faire. Puis ceux qui vont être coincés dans cette place-là, ils vont avoir besoin de ça. Mais je pense que c'est vraiment pertinent ce que vous faites. Ce que vous dites, là, pour moi, c'est une raison pourquoi je me suis installé ici. C'est à peu près la raison pourquoi je suis là. Je veux juste, parce qu'on est en train de perdre du monde, là, puis c'est un peu dommage. Je vais vous demander, beaucoup de ces commentaires, j'ai entendu de très bons, vraiment inspirants. Okay? Il faut marcher ça un peu. J'aimerais ça que Jean-François nous explique, le DG, pour ceux qui ne connaissent pas, Jean-François Garmont, un excellent DG, nous explique un peu les processus à venir, mais retenez
qu'on a besoin de discuter, pour éclaircir plusieurs points, des inquiétudes qui pourraient peut-être être déjà répondues par des documents qu'on a ou par une simple discussion. Mais j'insiste, et merci M. Martin, l'exposition de Sutton, faites un effort pour aller voir. Effectivement, c'est très inspirant. Vous avez vraiment fait un beau travail d'idéation. Alors, si vous permettez, on va laisser la parole à Jean-François. 2 minutes, puis on va clore, si vous êtes d'accord.